20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Sommés de quitter les lieux, les mécaniciens de l'ancienne piste font de la résistance. Ils accusent leurs représentants d'avoir signé un accord à leur insu et refusent de quitter le site. L'État est interpellé par ces travailleurs pour éviter toute forme de tension entre les autorités et leurs corporations. Sit-in des travailleurs du poste de santé des HLM, l'acte 3 de la décentralisation en cause pour les avoir privés de salaire depuis 2 mois. Ils décident d'aller en grève d'ici le 8 février si rien n'est fait pour remédier à cette situation. Il y a exactement 5 ans, Mamadou Diop, étudiant, perdait la vie dans une manifestation contre la validation de la candidature d'Abdoulaye Wade. Retour sur cette perte douloureuse au cours de cette édition avec le témoignage de Serigne Abdou Samad Mbacké, ambassadeur itinérant. Gambie, les Djungulars, ces fameux membres des escadrons de la mort sous le régime de Djamé, désormais hors d'état de nuire, ils ont été interpellés par les forces de sécurité. Révélation du général François Ndiaye, commandant en chef de la force militaire déployée par la CEDEAO en Gambie, la MISEGA. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS-QSEMS, ce syndicaliste, interrogé par Antoine Diouf. Une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les mécaniciens de l'ancienne piste sommés de quitter leur site de travail sans délai. Ils accusent leur représentant, Seydou Diallo, d'avoir signé un accord avec la municipalité à leur insu. Résultat, ils décident de rester sur place et font appel aux autorités pour parer à toute tension sur ce lieu qu'ils occupent maintenant depuis des décennies. Pape Faraning. Leurs jours sont désormais comptés. Les mécaniciens sur le site de l'ancienne piste ont reçu une sommation sans délai, mais ils font montre d'un refus catégorique. Chaque mois, on reçoit des sommations. Moi-même qui vous parle, j'étais à la gendarmerie. Wakam est transféré à Tchonko. J'étais même à la DIC. Nous avons amené une sommation sans délai. Et nous, je dis bien nous, on est là. Ils accusent leurs représentants de signer sans leur consentement la sommation. Ces gens sont menacés de déguerpissement. Alors, ils viennent pour dire ici qu'ils n'ont jamais mandaté un quelconque Diallo qui a agi et signé en leur nom au niveau de la justice. Donc, ce que la justice a décidé, ça ne les engage pas. Les mécaniciens sollicitent l'intervention de toutes les autorités. Nous ne voulons pas faire de violence. Nous voudrions que l'État pense à nous. Je l'appelle à M. le Président de la République pour qu'il intervienne de nous faire sortir de l'ornière. Ce que nous demandons, l'État nous laisse ici en travaillant, en étudiant, faire apprendre le métier des enfants. Dans le cas échéant, ils nous amènent ailleurs avec des mesures. Plus d'une centaine de garages sont menacés. Ayant peur de perdre leurs emplois, les mécaniciens sont plus que déterminés à rester sur cet endroit. Vers une réglementation des heures au niveau des gares routières, annonce faite par le ministre en charge des transports terrestres, Mansour Elimane Kane affirme que les gares seront bientôt fermées la nuit, une mesure pour prévenir les nombreux accidents de la route et qui survient une semaine après le drame de Malem Hodar. Du côté des transporteurs, on dit oui à cette fermeture pourvu que les gares clandestines soient soumises sans condition à cette mesure. Mambiram Diouf, Ababakar Kamara. Pour prévenir les accidents de la circulation, la fermeture la nuit des gares routières pourrait-elle être une mesure efficace? À la gare des Beaux-Maraîchers, le regroupement des chauffeurs répond par la négative. Parce qu'à Dakar, il y a des gares routières parallèles. Il fallait qu'on fasse venir tous les véhicules dans la gare routière. Ce n'est pas parce que on doit quand même fermer les gares routières pour que les accidents cessent. C'est pas ça.
Je vous donne mon cas, je ne peux voyager que la nuit actuellement vu les activités que je mène. L'idée de fermer la nuit les gares routières, je ne suis vraiment pas pour l'état chaotique de certaines routes, les véhicules qui ne sont pas en règle et le manque de contrôle. Je pense qu'on doit régler tout cela. Selon Bounama Wade, beaucoup de facteurs sont à l'origine des cas d'accidents souvent tragiques notés. Ainsi, l'accent doit être mis plus sur la formation des chauffeurs, le contrôle de ces véhicules dans les gares routières et sur la route. J'ai entendu dire que les véhicules qui font les accidents ont toujours des surnombres ou bien des surnombres de bagages. J'aurais voulu, à chaque départ des véhicules, quand même, il y a la sécurité. Où sont les gendarmes, où sont les policiers sur la route? Un comportement responsable exemplaire doit être l'apanage de tout chauffeur, estime Matar Gueye. On ne peut pas comprendre un chauffeur de transport en commun porte un véhicule de 60 ou 65 passagers derrière lui, qui met son pantalon en moitié et de faire de n'importe quoi, et que le comportement aussi de ce chauffeur aussi, ça doit revoir. Il faut être responsable aussi. La réglementation en gestation qui pourrait conduire à une fermeture des gares routières la nuit, diversement appréciée, de larges concertations souhaitées par les transporteurs avant toute prise de décision. Moi, j'aurais voulu, quand même, avant de fermer les gares routières, qu'il y ait une concertation entre État et transporteurs. Les travailleurs du poste de santé des HLM en sit-in, ils sont restés 2 mois sans salaire, une situation qu'ils imputent à l'acte 3 de la décentralisation. Sidi Ndiaye donne un ultimatum au maire des HLM. Le secrétaire général de la FGTS menace d'aller en grève d'ici le 8 février si rien n'est fait pour remédier à cette situation. Je vous propose d'écouter Sophie Fall. Elle est agent au poste de santé des HLM et porte-parole du jour. Elle est au micro d'Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. C'est le maire. Nous sommes des mères de famille. Nous sommes des pères de famille. On est fatigués. On est fatigués. 2 mois sans salaire, c'est trop. Tous nos enfants sont renvoyés. S'il y a des pères de famille ou des mères de famille qu'on n'a pas renvoyé leurs enfants, on les compte. C'est 1 ou 2. Tout ça, c'est dû à l'acte 3 de la décentralisation, pas autre chose. Les gens restent 2 mois sans salaire au niveau des collectivités locales, surtout au niveau de la région de Dakar. Nous constatons qu'il y a une négligence coupable de la part des autorités municipales. Si le 8 de ce mois, rien n'est fait, nous serons obligés de fermer l'essentiel de la production. Tous les travailleurs vont croiser les bras jusqu'à paiement des salaires. Allez, parlons politique à présent. La place de Bamba Fall n'est pas en prison, mais plutôt au sein de sa mairie, au service de ses administrés. C'est la conviction de la responsable des femmes socialistes de la Médina. L'adjointe au maire ajoute que l'arrestation de leur leader est tout simplement arbitraire. Cet après-midi, les femmes socialistes s'étaient donné rendez-vous à la rue 23, angle 4, pour soutenir leur maire. Reportage Chertidiane Dion et Ababakar Kamara. Amis, proches, collaborateurs du maire de la Médina posent un nouvel acte pour la libération de leur leader politique. Nous sommes à la rue 23, angle 4 du même quartier. À l'intérieur de la mosquée La Haine, un récital de Coran à l'intention du maire arrêté. Les femmes envahissent littéralement la devanture de la mosquée 6 à Gouy-la-Haine, un acte qui marque leur solidarité et leur soutien au maire socialiste. C'est un choix libre. On est des musulmans, on a droit à la prière. On nous harcèle, on nous fait du n'importe quoi. Nous sommes fatigués. D'après la responsable des femmes, l'arrestation de leur mentor est jugée arbitraire et relève d'un acte politique. Des actes politiques, il y aura des réponses politiques. Parce que nous sommes des politiques. Il y aura des réponses politiques. Nous sommes dans le terrain avec eux et on se connaît. On a un calendrier bien défini et ils vont voir. Parce que ces arrestations-là sont liées à la politique. Ce n'est pas du tout naturel. C'est quelque chose fomenté par le pouvoir et le Parti socialiste. Selon ces socialistes présents sur les lieux de culte, la place de Bamba Fall n'est pas à la prison, mais plutôt à la mairie au service de ses administrés.
Et puis vous vous en souvenez certainement, il y a exactement 5 ans, Mamadou Diop, étudiant, perdait la vie dans une manifestation pour le respect de la légalité constitutionnelle. Retour sur sa mort dramatique avec Serigne Abdou Samad Mbacké, 5 ans après, l'ambassadeur itinérant qui se souvient des derniers instants de l'étudiant qu'il décrit comme un citoyen émérite. Fatou Kinedem. Un citoyen qui croyait en son pays, un vrai combattant, Serigne Abdou Samad Mbacké se souvient de Mamadou Diop. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que Mamadou Diop était un vrai croyant, un fidèle musulman. Il était aussi un disciple de Serigne Touba. D'ailleurs, en faisant le likham, il a prouvé son appartenance au mouridisme. noddu giñ ko nodduloo woon ngir mu woote ñu julli ajjuma foofa ci la def clin d'œil pour won ñu ne murid la mu nodd nañoo nodde ca Touba. kon Sénégalais yi dañ appliqué diine ak jamono. La validation de la candidature de Abdoulaye Wade en 2012, la raison de leur combat à l'époque, un combat du sang versé, une vie perdue. Yàlla dogal ajjuma jooju samedi dimanche lundi mardi la ñu waroon a annoncé ne Abdoulaye Wade dana nekk candidat wala déet. 2 jours après notre rencontre, on a déclaré la candidature d'Abdoulaye Wade. Beaucoup croyaient qu'on marchait vers le palais présidentiel. Malheureusement, les forces de l'ordre nous ont attaqués. Le dragon a foncé sur la foule. C'est ainsi que Mamadou Diop a été tué. moom ci boppam dégg naa mu wax ci biir bataille bi ne. Je l'ai entendu un jour dire, si ma mort pouvait libérer le Sénégal, que mon sang arrose le sol. La mort de Mamadou Diop, le sacrifice d'une vie pour un peuple, sacrifice très peu récompensé. Il y a des personnes qui appelaient de tous bords comme si elles connaissaient Mamadou Diop. Mais l'essentiel n'a pas été fait. Le président de la République a vraiment fait des efforts. Il doit être de même pour les politiciens, car Mamadou s'est battu pour le Sénégal. Ce 31 janvier marque l'anniversaire du décès de Mamadou Diop. Serigne Abdou Samad de dénoncer toute clémence envers une personne commettant un meurtre. La violence dans l'espace politique, un constat regrettable et pourtant bien réel. Nous retrouvons Serigne Abdou Samad Mbacké qui en a fait les frais à l'époque et qui nous en parle toujours au micro de Fatou Kinedem. Alioune Tine et moi avons vécu une situation difficile. Nous avons été torturés à plusieurs reprises. On nous a localisés dans un hôtel de la place où nous avons passé presque 5 heures de temps. C'est un avocat qui est venu à notre secours. Il s'agit de Maître Boukounté Diallo, accompagné de quelques journalistes. Il y avait même un commissaire devant la porte. Je ne veux même pas citer son nom. C'est sûr qu'on voulait nous tuer. Commissaire bu mag boobu may bañ a tudd turam ma nga woon ci buntu hôtel bi xam naa ne keroog bëggoon nañu rey kenn ci ñun. Parlons à présent de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, l'historien Mbaye Thiam, pas du tout surpris par l'attitude des pays de la CEDEAO qui n'ont pas voté en faveur du candidat sénégalais. Selon le professeur Thiam, eh bien, ces pays de la sous-région n'ont plus fait de cadeaux à notre pays depuis fort longtemps. Cela remonte même à l'Afrique occidentale française. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. La première des choses à regretter, c'est que cette candidature ne soit pas passée parce que c'était une excellente candidature. La stratégie était bonne. Le Sénégal a envoyé des missions dans l'ensemble des pays d'Afrique, de toutes les régions, pour montrer en quoi cette candidature est bonne pour l'Afrique. Ensuite, maintenant, bon, à l'arrivée, comme il s'agit d'une compétition, nous avons perdu. Mais ça doit pouvoir nous permettre de revoir pratiquement notre stratégie à la fois de voisinage, que des pays membres de la CEDEAO qui avaient porté la candidature d'Abdoulaye Bathily se soient décidés au dernier moment. Nous devons prendre ça en compte. Que d'autres pays qui nous avaient peut-être promis de nous soutenir ne l'aient pas fait, nous devons en tenir compte. C'est une question qui se pose à eux plutôt qu'à nous. Nous avons fait ce qu'il fallait. On avait un bon candidat, on leur a présenté, ils ont dit ok c'est bon. Ils ont dit on va le soutenir, à l'arrivée ils ne l'ont pas fait, c'est à eux à se poser des questions. Maintenant, la leçon à en tirer et que l'historien que je suis retient, c'est que depuis l'Union de l'Afrique occidentale française à aujourd'hui, aucun pays de la sous-région ne nous a jamais fait de cadeau. Le Sénégal est
l'aune à partir duquel chacun des pays se mesure en termes de diplomatie, en termes de développement économique, en termes de notoriété, sous quelque rapport que ce soit. C'est à nous qu'il appartient de faire en sorte que chaque fois qu'on doit engager un combat dans la sous-région comme à l'échelle de l'Afrique, on fasse en sorte de compter d'abord sur nous-mêmes et de compter éventuellement sur des soutiens indéfectibles. Mais là, la preuve est que pratiquement, comme depuis la OEF, personne ne nous fera de cadeau. Voilà, nous restons donc avec cette candidature du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine et qui n'a pas eu les effets escomptés malgré les efforts déployés par l'État du Sénégal auprès de 44 missions diplomatiques. La candidature du Sénégal semble-t-il s'être heurtée à celle d'une candidature déclarée plus recevable. Désormais, c'est le Tchadien Moussa Faki Mahamat qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Ibrahim Hassen du PIT revient sur l'échec du candidat sénégalais. Ibou Diouf et Diafaraba l'ont rencontré. Reportage. La règle de la majorité l'empêche d'être à la tête de la Commission de l'Union africaine. Abdoulaye Bathily, candidat de la CEDEAO, rate la course. Le Tchadien Moussa Faki Mohamed prend désormais les rênes. Je suis convaincu que si la CEDEAO avait dit à Bathily qu'elle ne pouvait pas supporter sa candidature, le Sénégal l'aurait recommandé de se retirer. Et surtout, lorsque nous avons vu la candidature du Tchad. Autant d'efforts et de moyens consentis pour l'élection du Sénégalais Abdoulaye Bathily à la tête de cette commission. La CEDEAO perd ainsi un pari dans l'univers de l'Union africaine. Mais évidemment, un très grand pari qu'ils ont perdu, et puis de très mauvaise manière. Le Sénégal n'aurait pas dépensé autant d'énergie et de moyens. 44 visites à l'étranger pour soutenir la candidature. Autant de moyens dégagés autour de Bathily si le Sénégal n'était pas convaincu que la CEDEAO faisait bloc. Une question qui gagnerait à être éclairée: comment un candidat d'une instance qui regroupe 15 pays se regroupe avec 10 voix? Cela veut dire que, effectivement, les gens ont changé d'appréciation par rapport à la candidature de Bathily sans s'en ouvrir véritablement. C'est une grande défaite de la CEDEAO dans laquelle ni Bathily ni le Sénégal n'a de responsabilité quelconque. Parce que c'est sur la foi que Bathily et le Sénégal ont eu dans la CEDEAO qu'ils ont tenté l'aventure. Abdoulaye Bathily ne sera pas le président de la Commission de l'Union africaine, un échec de la CEDEAO qui risque de fragiliser les rapports au sein de cette institution. Les enseignements seront peut-être tirés pour situer les manquements. Et tout de suite, la Gambie dans ce journal pour vous dire que les 4 Djungulars, ces fameux membres des escadrons de la mort qui sévissaient sous le régime de Yaya Jammeh, ont été interpellés par les forces de sécurité. Révélation du général François Ndiaye, le commandant en chef de la force militaire déployée par la CEDEAO en Gambie, la MISEGA. Le patron de la MISEGA s'est confié à nos envoyés spéciaux, la Banjul, Barkaba et Morpharma. Nous l'écoutons. Il y a un colis qui a été arrêté au niveau de la frontière par les forces de police. Ils ne sont peut-être pas des jungleuses. Les gens qui étaient avec la première dame à Malabo ont été également arrêtés et conduits à la DIC. Mais ça, c'est une affaire interne au Sénégal. Les autres, les recherches se poursuivent. Selon toute vraisemblance, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fantasmes également autour des jungleuses. Mais les gens qui sont sur le territoire gambien, à mon humble avis, n'ont plus de chance de s'échapper. Et nous restons avec le général François Ndiaye, cette fois-ci avec cette révélation. Aucune arme chimique n'a été découverte au State House. Déclaration donc du général que vous venez d'entendre. Le commandant en chef des troupes de la CEDEAO s'est entretenu, comme vous l'avez vu sur ces images, avec nos envoyés spéciaux. Il a fait des révélations sur l'arsenal découvert au palais présidentiel de Kaniaï, mais dément toute existence d'armes chimiques. Nous l'écoutons toujours au micro de Barkaba. Il y a un colis qui a été arrêté au niveau de la frontière par les forces de police. Ils ne sont peut-être pas des jungleuses. Les gens qui étaient avec la première dame à Malabo
ont été également arrêtés et conduits à la DIC, mais ça c'est une affaire interne au Sénégal. Les autres, les recherches se poursuivent. Selon toute vraisemblance, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fantasmes également autour des jungleuses. Mais les gens qui sont sur le territoire gambien, à mon humble avis, n'ont plus de chance de s'échapper. Nous nous excusons de cette petite confusion d'éléments et nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Retour à Dakar à présent pour parler de ce projet de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants qui vient d'être lancé. Une nouvelle démarche pour stopper ou réduire les cas d'abus sexuels sur mineurs. Une enquête menée en 2014 par une ONG luxembourgeoise fait état de 40% de jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Serine Mourmbaye, psychologue, psychothérapeute, sensibilise les familles à dénoncer les auteurs de ces délits. Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy, reportage. 40% des jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, des statistiques sorties de l'enquête menée par ECPAT Luxembourg, des investigations faites en 2014 entre Pikine, Bourg, Saint-Louis, entre autres. Il s'agit d'une étude qui a été réalisée sur les abus et exploitation sexuelle, surtout à des fins commerciales, qui ont révélé que 36,2% des jeunes filles qui ont été interrogées se disaient victimes, n'est-ce pas, de pratiques sexuelles à des fins commerciales. Donc des jeunes filles qui ont été identifiées dans des zones touristiques comme Saint-Louis, comme Bourg, comme Ziguinchor, et qui ont révélé ces chiffres-là. Aujourd'hui, les statistiques générales révèlent que 40% des filles aujourd'hui qui ont été enquêtées ont fait l'objet d'une violence sexuelle. Des abus sexuels sur des mineurs, souvent étouffés dans le cercle familial, un drame de plus pour l'enfant, principale victime. Parce que bien souvent, ce que nous avons observé, c'est que lorsque l'enfant est victime d'une situation grave de violence sexuelle ou de maltraitance, l'enfant est dessaisi de son drame au profit d'une cohésion familiale, d'intérêts d'adultes. Et on ignore la souffrance de cet enfant. Donc que les gens comprennent que cette souffrance-là, qui est invisible, c'est cette souffrance-là qui, de façon durable, peut désorganiser complètement la vie d'un enfant. Une absence de dénonciation des familles des victimes qui fragilise également l'application de la loi. Nous constatons beaucoup de cas de non-dénonciation du fait de la loi de l'Omerta, des cas qui sont négociés au niveau des familles ou entre parents et qui ne sont pas révélés, n'est-ce pas, à la justice. Mais je peux vous affirmer que tous les cas qui sont déférés à la justice sont étudiés et les peines appliquées selon l'ampleur, n'est-ce pas, des dégâts qui sont commis. 10 ans de prison ferme, la peine requise contre les délits tels que le viol. Pour les acteurs dans la lutte contre les maltraitances faites aux enfants, ces auteurs ne doivent bénéficier d'aucune protection. Et puis dans le Fouladou pour la protection des femmes et des enfants contre les violences qui du reste sont récurrentes dans cette zone, les femmes de Kolda ont reçu du RADI, le Réseau africain pour le développement, a intégré un renforcement de capacités en droits humains. Les bénéficiaires, après s'être réjouis de l'initiative, s'engagent à perpétuer ce type d'activité. Abdoulaye Diallo. L'excision, le viol des femmes au foyer battues ou répudiées, ce sont là, entre autres violences qui sont récurrentes à Kolda. Et pour la plupart des cas, les victimes n'ont que leurs yeux pour pleurer leur mal. Pour combattre ce fléau, le Réseau africain pour le développement intégré, qui a déjà mis en place des brigades d'alerte et de veille à Kolda, compte renforcer ses acquis. À travers les activités que font les brigades de dénonciation et les activités que font les parajuristes. Donc à travers ces activités, on s'est rendu compte que vraiment les violences faites aux femmes sont très pressantes dans la région de Kolda. Comme le RADI l'a fait dans d'autres régions, le RADI a créé des unions de groupements partenaires du RADI. Créer des groupements qui seront capables de mener le combat, leur permettre d'être autonomes pour lutter contre les violences basées sur le genre et aussi de faciliter la citoyenneté de ces populations-là.
Les femmes du Fouladou s'en réjouissent. Les femmes leaders de Kolda qui ont demandé vraiment à Radi d'organiser un atelier pour la mise en place d'une union des groupements de femmes pour la protection des femmes et des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. De dire que le problème aussi est là. Ils orientent leurs activités en général dans le monde rural. Or qu'ici, dans la commune de Kolda, la réalité est là. Le problème se trouve là. Nous avons des quartiers périphériques, nous avons des femmes et des enfants qui vivent la même situation que ceux qui sont dans le monde rural. Donc je pense que c'est très important de faire le tour et d'aller à tous les niveaux. Le Radi mène aussi des activités génératrices de revenus, de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition en faveur des populations de la région de Kolda. Éducation à présent. Le délégué général au pèlerinage El Hadj Abdoulaziz Kébé s'investit dans l'école publique. Il vient de mettre en place l'observatoire des crises pour mettre l'école hors de tension. Annonce faite à Thiès, à l'école Idrissa Diop, où il a justement fait ses humanités. Élèves et acteurs de l'école lui ont réservé un accueil chaleureux. C'était en présence de nos reporters Charanta Diop et Saïlatia. Abdoulaziz Kébé, le tout nouveau commissaire au pèlerinage à la Mecque, a été accueilli à l'école Idrissa Diop de Thiès avec tous les honneurs dignes de son rang. L'enfant prodigue était aussi de retour au niveau de cet établissement scolaire où il a fait ses humanités. Il était venu apporter une aide considérable. C'est à partir de là qu'on nous a encouragés à aller de l'avant. Je me suis dit, il est bon de rendre hommage à l'école publique. L'école publique qui a permis que des gens venus de modestes familles puissent gravir les échelons sociaux et participer au développement de leur pays. Mais il est bon que toutes les autres personnes avec qui je partage les mêmes sentiments pour le pays, les mêmes sentiments de contribution au civisme et à la citoyenneté, que ces gens-là soient associés. C'est la raison pour laquelle nous l'avons fait au nom du Forum citoyen pour l'émergence. Dans un souci de réconcilier les acteurs de l'éducation, le commissaire au pèlerinage à la Mecque compte mettre en place un observatoire de crise scolaire dénommé Dorti Warti. Dès le mois d'octobre, on avait projeté de faire une journée d'études sur l'école et les maux de l'école pour pouvoir contribuer à trouver des solutions et mettre en place ce qu'on a appelé l'observatoire des crises de l'école pour qu'à chaque fois qu'on sente qu'il y a quelque chose qui peut créer des difficultés, que cet observatoire-là aille tout de suite essayer d'éteindre le feu. Malheureusement, il y a eu des contingences qui ont fait que nous n'avons pas pu le faire au mois d'octobre. Ensuite, notre agenda ne nous a pas permis de le faire ni au mois de novembre. Ensuite, décembre, c'était le Magal, c'était le Gamou, c'était les fêtes. Nous avons donc réduit le projet pour faire le don à nos écoles. Cela n'a rien à voir avec l'agenda politique. Dans l'espoir de dissiper toutes les crises scolaires, cette année, Abdoulaziz Kébé pense pouvoir réunir autour d'une table la famille scolaire pour les retrouvailles de l'émergence. Dans le Kabanda, de nouvelles mesures ont été prises par le Khalif pour parer aux bons impayés. Recommandation a été faite aux paysans de ne plus donner leurs marchandises sans avoir reçu au préalable le paiement de l'opérateur, et les cultivateurs dont la majeure partie sont concernés par cette situation ont bien évidemment adhéré à cette mesure, à cette proposition. Bakary Konté, ça l'assemble pour les détails. Le Khalif général de Touba Fall, Cheikh Yaram Baye, est très remonté contre le gouvernement à cause de la quantité très importante d'arachides invendus dans le Kabada. Depuis le mois de Ramadan, la Korité et la Tabaski, presque 9 mois, tout ce que tu travailles, tu donnes ça en bon. En plus, tu ne veux pas voir le gars pour réclamer. Le gouvernement doit réagir, faire des contrôles pour voir si vraiment les sociétés chargées de l'achat de l'arachide ont de l'argent. Il demande à tous les chefs religieux de réagir le plus rapidement possible car le monde rural souffre. Je demande à nos marabouts, à tous les chefs religieux de réagir au nom de Serigne Touba et de Cheikh Ibra Fall. L'ancien gouvernement et l'actuel gouvernement ne s'activent que si on les dérange. Les paysans sont fatigués, ils traversent le calvaire. On ne peut pas travailler 9 mois sans rien avoir.
On a toujours vu des gens qui reçoivent par mois manifester, jeter des pierres. Nous ne pouvons pas faire ça. Qu'ils sachent que nous sommes des personnes. Ils pensent qu'il n'y a pas de syndicat qui défend les paysans. Il y a des syndicats de paysans, les paysans ne les connaissent même pas. Ces syndicats aussi ne nous connaissent pas, car ils ne rencontrent jamais les cultivateurs. S'ils parlent en notre nom, cela n'engage qu'eux. Ils sont là-bas pour leur tête et pour le gouvernement. Il ajoute, nous voulons des forages, nous sommes fatigués avec le manque d'eau, de tout. Rien n'appartient aux politiciens, on les a confiés, l'argent des contribuables. Cheikh Yaram Baye s'est exprimé lors de sa ziara annuelle à Touba Fall. Les travailleurs portuaires du Sénégal à l'assaut de l'insécurité alimentaire et du terrorisme, leur fédération nationale a en effet installé une dizaine de mutuelles de santé, autant de comités de veille et de prévention du terrorisme. Leur bureau national qui a posé ces actes estime par la voix de son président emboîter ainsi le pas à l'État. Nous écoutons Mbaye Camara, il est au micro de Boubacar Diassi. Ici, pour le moment, nous avons recensé 11 500 et quelques travailleurs qui seront membres de ces mutuelles de santé. À côté de ces mutuelles de santé, nous avons installé des comités de veille et d'alerte contre le terrorisme. Comme nous le savons nous tous, le terrorisme peut apparaître dans une telle ou telle localité. Surtout les quais de pêche, les ports, qui peuvent constituer des portes d'entrée à ces malfaiteurs. Pourquoi nous avons, nous, participé, comme le fait l'État. En tant que population, nous allons jouer notre rôle dans ce domaine-là. Nous n'avons pas encore eu l'aide de personne. Nous avons besoin des partenaires. Parce que ce programme-là est un vaste programme qu'on ne peut pas exécuter par nos propres moyens. Ce n'est pas possible. Il nous faut des partenaires. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État pour qu'il vienne quand même soutenir notre mouvement. Les cultures pour refermer ce journal 2017 décrété plutôt année culturelle par le chef de l'État. Les acteurs du secteur se sont réunis pour ensemble penser les politiques culturelles visant à promouvoir les acteurs mais aussi leur métier. La rencontre a permis de définir les objectifs pour l'année en cours. Aïssatou Paye. De part et d'autre, tous les acteurs culturels réunis et ce dans tous les secteurs. Objectif, la promotion des métiers de la culture ainsi que la valorisation de leur statut à travers des politiques culturelles bien définies. Beaucoup de gens qui parlent de projets culturels, de festivals, d'expositions, mais maintenant c'est de mettre tout cela en symphonie pour véritablement chanter une même musique, parler de la même voix, voir que le Sénégal aussi est un pays qui a été toujours culturel. C'est simplement aussi de faire ressortir tout ce qui a été comme projet culturel et de les mettre simplement à la face du monde. Pour nous, rendre César à ce qu'il appartient. Plus d'espace culturel pour les artistes de toutes les régions du Sénégal. Proposition du directeur du centre culturel Blaise Senghor. Moussa Touré, quant à lui, dira salle de cinéma et formation pour tous. Nous allons d'abord nous concerter avec tous les acteurs pour qu'on puisse vraiment avoir un plan d'action par rapport à la région. Là, nous avons un programme vraiment déterminé. Donc il faut former, on peut les former en une dizaine de jours ou une vingtaine de jours par le biais d'Internet, avoir des salles de cinéma à 4 murs, intégrer les mairies, que dans chaque truc qui est une salle de cinéma où on peut voir les films, ce qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de tout le monde, le regard que les jeunes portent dans leur pays, et puis avoir du cinéma qui peut s'exporter et qui peut être vu. Pour la directrice de la SODAV, les problèmes doivent être pris à bras-le-corps pour poser les jalons d'une politique culturelle efficiente. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de non-paiement des redevances des acteurs. Il y a un problème de surtaxation sur le spectacle vivant. Il y a un problème de fiscalité. Il y a un problème de financement, de fonds de garantie pour des activités culturelles que les acteurs entreprennent. Donc je pense que quand même c'est une occasion à la limite pour moi pour sensibiliser l'État dans ce sens-là, pour amener des solutions, des débuts
de solution à ces problèmes. Protection sociale, statut de l'artiste, question de l'égalité hommes et femmes dans l'industrie culturelle, autant de problèmes soulevés en cette année 2017, déclarée année culturelle par le chef de l'État, Macky Sall. Voilà, fin de ce journal. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je retrouve Chérif avec beaucoup de plaisir pour la suite. Rebonsoir Chérif. Rebonsoir Sarah Cissé. C'est un immense plaisir également de te retrouver au sommet du 20h. Rendez-vous demain? À demain, Inch'Allah. Avec le même plaisir, restez avec nous, chers téléspectateurs. Bonsoir déjà. Avec nous, Antoine Diouf, dans un instant, pour parler des élections de représentativité syndicale. Vous le savez, actuellement, c'est l'actualité des enseignants. À tout de suite.